Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de LCP et Public Sénat. Nous sommes ensemble pour revoir en 45 minutes les temps forts de la semaine politique et parlementaire avec vous, Mickaël Zamès. Bonjour Katia. Bonjour Mickaël. Et le débat a donc été suspendu sur la loi El Khomri. Le gouvernement a engagé sa responsabilité sur le texte. Le projet de loi a donc été adopté en première lecture après le rejet d'une motion de censure déposée par la droite. Rendez-vous maintenant au Sénat. Cette séquence politique et parlementaire risque de laisser des traces au sein même du Parti socialiste. Les divisions ont éclaté au grand jour entre fondeurs et députés loyalistes, tandis qu'au dehors, la colère ne faiblit pas dans les rangs des opposants à cette loi. Et puis, il y avait un texte moins polémique mais important. Les sénateurs ont voté la prorogation de l'état d'urgence qui s'appliquera donc au moins pendant l'Euro de football organisé en France. Notre invité cette semaine pour commenter toute cette actualité, Jean-Marc Germain, bonjour. Bonjour. Député PS des Hauts-de-Seine, proche de Martine Aubry, donc pas forcément d'accord avec ce que fait le gouvernement. Je vous propose d'en parler évidemment dans un instant, vous avez vu le menu, il y a beaucoup de choses. On va commencer cette semaine par cette actualité, un parlementaire soupçonné d'agression sexuelle. Denis Baupin, car il s'agit de lui, député écologiste, soupçonné d'agression sexuelle, de harcèlement par ses propres collègues. Tout est allé très vite puisqu'il a dû démissionner de la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Les explications de François Goulin. C'est le site internet Mediapart et France Inter qui révèlent le scandale. Les journalistes ont recueilli les témoignages de 8 femmes, dont 4 élus écologistes, qui auraient subi des actes de harcèlement ou d'agression sexuelle de la part de Denis Baupin. L'une d'elles explique avoir reçu pendant plusieurs mois des SMS très crus du député écologiste. Ça a duré plusieurs mois et il y avait plus de 150 SMS de ce type-là. Alors j'ai un peu parlé avant et j'en ai parlé à plusieurs personnes. Mais comme on nous dit que ça nous détruira et qu'en plus on abîmera le parti et puis que c'est un mec formidable qui défend le nucléaire et que les intérêts du parti doivent passer avant le reste, eh ben on se tait. Au sein du parti d'Europe Écologie Les Verts, que Denis Baupin a quitté le mois dernier, la nouvelle direction se dit écœurée. On ressent un sentiment de honte, c'est mon cas, le fait que dans notre parti, il puisse y avoir ce type d'agissement dont j'ai aucune raison de douter de la véracité. Et puis aussi un sentiment de reconnaissance et de fierté vis-à-vis des femmes qui ont eu le courage de dire les choses, puisque le seul remède par rapport à ce type d'agissement, enfin en tout cas la seule façon de les faire reculer, c'est de le dire. Le président de l'Assemblée nationale, de son côté, n'a pas tardé à réagir. Claude Bartolone a reçu M. Denis Baupin. Il lui a demandé de remettre sa démission de ses fonctions de vice-président de l'Assemblée nationale. Denis Baupin, qui n'a répondu à aucun média pour le moment, a annoncé qu'il quittait son poste de vice-président de l'Assemblée, mais conteste les accusations de harcèlement sexuel. Il envisage de porter plainte pour diffamation. Alors depuis, Denis Baupin a porté plainte. Simplement, quand vous apprenez cette nouvelle lundi matin, comment vous réagissez? C'est quoi votre première impression? Je suis abasourdi, parce qu'on connaît tous Denis Baupin et personne ne pouvait imaginer ça. Vous le croisez dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Et en même temps, vous savez, moi j'ai été surpris aussi par l'affaire Strauss-Kahn en son temps. Et donc on sait que ces harcèlements existent dans la société. Moi aussi, je salue le courage des femmes qui l'ont dénoncé. Mais je veux saluer aussi la dignité, au fond, de la façon dont cette affaire a été gérée. M. Baupin a démissionné de ses fonctions de l'Assemblée nationale. Le vice-président, il n'a pas quitté son poste de député. Oui, de vice-président. L'affaire a été portée devant la justice. Sa femme, sa conjointe Emmanuelle Cos s'est exprimée aussi, à la fois en le soutenant en tant que conjoint, mais en demandant que cette affaire soit réglée devant la justice. Et donc je trouve qu'au fond, cette affaire a été traitée de manière assez digne par les responsables politiques. Vous ne demandez pas sa démission en tant que parlementaire? Non, moi je souhaite qu'il puisse se expliquer, se défendre devant la justice et que nous, en tant que politiques, d'abord que chacun en tire la leçon, dire bien sûr on est des femmes et des hommes comme les autres et que ces affaires elles existent dans le monde professionnel et dans les vies privées de chacun. Mais nous on doit être exemplaires et ça ne doit pas être toléré, encore moins peut-être dans la vie publique. Et puis après il faut aussi penser au problème lui-même et la question elle-même que ça soulève. Moi, par exemple, pour moi, être socialiste, c'est être féministe. Et donc, je souhaite que ce genre de comportement soit banni de notre société. Alors, vous dites ça aujourd'hui, ça a été dit par le passé au sujet d'autres affaires. Est-ce que vous pensez que ça peut être un déclic ou qu'il y aura encore une autre affaire et que c'est un éternel recommencement
On dit les choses et puis on a l'impression que de nouvelles affaires se révèlent et que rien ne change. Je pense que le fait pour ces femmes d'avoir dit ces choses-là, et ensuite les faits seront établis ou pas, on verra, va faire progresser effectivement le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes, et c'est très important. Il y a quelque chose à changer selon vous là. La parole s'est libérée. Sur le plan juridique, je ne crois pas, puisque nous avons voté des lois en début de quinquennat qui permettent de sanctionner le harcèlement sexuel de manière très forte. Sur le plan des comportements, bien sûr, il faut que ça progresse. Vous savez, moi, je pense que ce qui permettra de faire vraiment évoluer les choses, c'est la parité totale à l'Assemblée nationale. C'est la parité totale dans le monde politique. Et moi, je plaide, par exemple, pour que les partis politiques qui n'ont pas non seulement autant de femmes et d'hommes candidates, mais autant de femmes et d'hommes élus, à quelque chose près, parce qu'on ne mesure pas le résultat des élections de manière très précise, eh bien, ils aient plus de subventions publiques. Parce que, je vous assure, quand dans les grandes entreprises, vous avez des femmes qui rentrent dans les conseils d'administration, ça fait évoluer les choses. Et quand dans un conseil municipal, c'est déjà le cas, et maintenant les conseils généraux, vous avez autant de femmes que d'hommes, eh bien, ça fait vraiment évoluer le comportement politique. Alors, je vous propose de nous rendre mardi au Sénat, où a été votée la prorogation de l'état d'urgence. 2 mois supplémentaires. Le Sénat a validé la prolongation de l'état d'urgence pour la 3e fois. 309 sénateurs l'ont voté. L'objectif est d'assurer la sécurité de la France pendant l'Euro de football. Et le Tour de France, l'état d'urgence doit prendre fin, théoriquement, le 26 juillet, 2 jours après l'arrivée de la Grande Boucle. Jean-Marc Germain, député et sénateur, ont rédigé un texte commun sur cette loi qui prolonge l'état d'urgence. Il y a consensus qui n'est pas si fréquent, surtout ces derniers temps. Vous voterez aussi ce texte en séance publique, ça veut dire la semaine prochaine? Oui, bien sûr. Et je voudrais saluer le travail que mène Bernard Cazeneuve, qui est très difficile, parce qu'il essaie d'assurer au fond la liberté de manifester, et on en parlera peut-être dans votre journal, d'avoir des grands événements footballistiques, y compris qu'il y ait des fan zones où les supporters pourront se retrouver, et en même temps la fermeté et la sécurité. Vous savez, la facilité pour lui, ça aurait été de dire il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de fan zone, etc. Là, non, il prend un équilibre. Voilà, et on a trouvé un équilibre, et vous savez, si on a trouvé cet équilibre, c'est parce que derrière, il y a un homme qui porte ça en lui. Comment assurer la sécurité? Et c'est un ministre de l'Intérieur très ferme. Mais en même temps, comment assurer les libertés? Et il est toujours à l'écoute. Quand il y a des associations qui le saisissent, par exemple, en disant attention, on porte atteinte aux droits fondamentaux, il ne balaye pas ça d'un revers de main. Il essaye de corriger les choses. Il incarne la sécurité. Il incarne l'articulation entre la sécurité et la liberté profondément. Il y a eu quand même des manifestations, vous en parliez à l'instant, des débordements encore une fois depuis des semaines. Et vous entendez, par exemple, ceux à droite, mais pas que, qui disent comment est-ce possible alors qu'on est en plein état d'urgence? Et c'est vrai qu'on est en droit quand même de se poser cette question. Mais parce que si on interdisait de manifester dans notre pays, sur des questions aussi fondamentales que les relations de travail. Le travail, c'est ce qu'on a pour vivre. Quand on perd quasiment tout. Si on ne pouvait pas manifester en disant on n'est pas d'accord pour cette loi, vous vous rendez compte de la victoire pour Daesh? Il s'agit d'une manifestation, il s'agit des casseurs. Non, mais vous avez les manifestants, et vous avez les casseurs, qui sont d'ailleurs, comme les forces de l'ordre, victimes des casseurs. Vous avez vu hier qu'il y a des services d'ordre de la CGT qui s'est fait taper dessus par des casseurs. Et vous avez des casseurs, d'ailleurs, dont l'effet est plus de discréditer le mouvement que quoi que ce soit. Donc eux, ils sont là pour taper. Mais en même temps, est-ce que pour autant il faut interdire? Je crois que les décisions que prend Bernard Cazeneuve d'essayer d'encadrer au mieux, et des efforts ont été faits des deux côtés. Il y a eu des renforcements des forces de l'ordre, il y a eu des renforcements des services d'ordre des syndicats. Voilà. Alors cette semaine, vous savez, ça a été marqué par ce psychodrame autour de la gauche sur le 49.3. On va y venir dans un instant. Simplement, je voulais vous entendre sur les propositions venues de la droite, les propositions économiques. On en sait un petit peu plus cette semaine. Alain Juppé s'est dévoilé. Voici le reportage de Sophie Normand-Couturier qui fait une sorte d'état des lieux. Puis on en parle avec vous dans un instant. Il est le premier à avoir lancé un pavé dans la mare. En matière de propositions libérales, c'est François Fillon qui donne le ton dès juin 2014. L'ex-premier ministre présente alors un projet de rupture revenant sur plusieurs acquis sociaux. 110 milliards d'euros d'économies, mais surtout la fin des 35 heures, la retraite à 65 ans, la suppression de l'USF ou encore la facilitation des licenciements économiques. Ses concurrents n'auraient pas osé, mais devant cette radicalité, il se décomplexe et lui emboîte le pas.
Alain Juppé, le favori des sondages, préconise à son tour 100 milliards d'euros d'économies. La fin des 35 heures, la retraite à 65 ans et lui aussi la suppression de l'ISF. Au cœur de son projet économique, la relance de la compétitivité des entreprises par une politique de l'offre. Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire plaident eux aussi pour un plan d'économie drastique et proposent respectivement 100 milliards d'euros pour l'un et 90 milliards d'euros d'économies pour l'autre. La retraite à 65 ans, 64 pour Nicolas Sarkozy et toujours la suppression de l'ISF, mais aussi l'alignement des régimes du privé et du public comme le souhaitent également les deux autres candidats, ainsi que la suppression des régimes spéciaux. Et c'est sans compter la diminution du nombre de fonctionnaires et la baisse des prestations sociales. Dégressivité des allocations chômage et création d'une allocation sociale unique, idée partagée par les 4 favoris de la primaire à droite. Alors à ceux qui disent la fin du clivage droite-gauche, vous avez la réponse hein? Oui, je crois qu'elle est très clairement montrée par votre reportage. On va parler du 49.3, mais si je devais résumer et dire une seule raison pour laquelle je n'ai pas voté la motion de droite hier, c'est que si elle avait été votée, il y aurait eu dans un mois le retour de la droite au pouvoir avec la retraite. Alors ça dépend des candidats, mais 65, 66, 67 ans, avec au moins 300 000 suppressions d'emplois publics, avec la suppression des 35 heures, etc. etc. Et la suppression de l'ISF, vous êtes pour par exemple la suppression de l'ISF ? Bien sûr que non. Ouais. Vous savez, notre pays souffre d'inégalités, et les inégalités les plus fortes, elles ne se font pas par le mérite, par la création, et moi j'admire les chefs d'entreprise qui sont capables d'inventer des nouveaux produits et à la limite de gagner de l'argent autour de ça. Ce qui ne va pas, c'est que quand on il y en a certains, ils aient des millions et d'autres rien du tout. Donc c'est la question des successions et c'est la question des grandes fortunes. Donc, Alain Juppé a présenté son programme, c'est lui l'ennemi de la gauche aujourd'hui ? Écoutez, c'est pas très différent les candidats entre les uns et les autres. C'est lui qui est en haut dans les sondages. Oui, on prendra le candidat que la primaire de la droite choisira. C'est pas à nous de le faire, mais ce qu'on voit bien, c'est que ça change. Le plus dangereux, en tout cas, ça serait Alain Juppé. Moi, je parle pas de danger. C'est la démocratie. Vous avez compris en termes de danger. En tout cas, celui qui a le plus de victoire chances, ou de défaite. Celui qui a le plus de chances de l'emporter à la primaire d'abord et ensuite face à nous, c'est clairement Alain Juppé. C'est lui qui a la chance de pouvoir gagner, même si c'est. Oui, parce qu'il a su construire un rapport à l'opinion, à faire oublier ce qu'il avait fait quand il était Premier ministre et à ce qu'on ne parle pas tellement de son programme, mais vous le faites et c'est très bien. Alors je vous propose de revenir au sujet de cette semaine qui concerne nos premiers chefs. Une réunion mardi de la dernière chance a eu lieu à Matignon, mais l'espoir de compromis s'est vite éloigné. Faute de majorité pour voter la loi travail, le gouvernement a donc décidé d'utiliser l'article 49.3 sur la loi travail, une décision dénoncée à droite comme à gauche. François Goulin. Le Conseil des ministres qui s'est réuni sous la présidence du chef de l'État m'a habilité à engager la responsabilité du gouvernement. C'est donc le passage en force qu'a choisi Manuel Valls. Une décision que le Premier ministre avait déjà prise le matin même après une réunion de la dernière chance à Matignon avec les frondeurs du PS où aucun compromis n'est trouvé. Si le 49.3 est devenu réalité, disent les députés fidèles au gouvernement, c'est à cause des opposants socialistes. Je fais le constat qu'une minorité de députés du groupe socialiste se positionnent comme s'ils étaient majoritaires, mais en fait ils le sont par alliance avec la droite. Pour des raisons qui sont encore une fois des postures politiques, des collègues ont choisi une méthode dure, je la considère comme telle, dont acte. La décision d'utiliser le 49.3 avant la fin des discussions parlementaires est un déni de démocratie pour les frondeurs. Vous savez, on est le 10 mai. Le 10 mai, c'était l'élection de François Mitterrand en 1981. Je trouve que c'est un triste symbole qu'aujourd'hui, le gouvernement soit obligé de recourir au 49.3 sur un texte qui n'a pas la majorité, ni même la majorité des députés socialistes. Dans l'hémicycle, les débats ont été houleux et les députés front de gauche sont venus renforcer les rangs des opposants à la loi. Qui aurait pu imaginer qu'un gouvernement se réclamant de la gauche ose ainsi anéantir notre modèle social, fierté de notre pays? Manuel Valls en a profité pour rappeler combien ce texte est nécessaire à ses yeux. Ce texte qui est bon pour les entreprises, qui est bon pour les salariés, qui crée de nouveaux droits pour les salariés, eh bien ma responsabilité et notre responsabilité, c'est d'avancer et de faire en sorte que ce texte soit adopté. Quant à la droite, elle a déposé une motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Alors on ne compte plus les recours au 49.3. Est-ce que celui-ci pour vous était prévisible? Est-ce que c'était la conclusion logique de tout ce qui s'est passé ces derniers mois? Il n'y avait plus aucune chance de compromis? Non, c'était une erreur profonde.
Et il y avait une chance de compromis. Moi, je l'ai mis sur la table dans la réunion que nous avons eue avec le Premier ministre. Non, d'ailleurs, sur le coup, le Premier ministre n'a pas dit non. Il a fait lui-même une proposition et on s'est quitté comme ça sans conclusion. Puis ensuite, je crois qu'il a passé un coup de fil au président de la République et que le 49.3 était engagé. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était tardif. Cette réunion, elle aurait dû avoir lieu avant le dépôt du projet de loi ou juste après. Parce que vous savez, la démocratie, en dehors de situations liées à la défense nationale, c'est de trouver des majorités, de construire des majorités. Et c'est le rôle du Premier ministre. Et j'entendais le rapporteur disant il y a un certain nombre de parlementaires qui bloquent les choses alors que la majorité du groupe socialiste est pour. D'abord, il y a eu un vote qui a eu lieu, en fait. Il a eu lieu dans la réunion des socialistes où il y avait des absents, hein, je ne dis pas que c'est le rapport de force au sein du groupe socialiste, mais il y a eu 84 voix pour. Donc, les seules voix qu'auront eu au bout du bout ce projet, si on n'en arrive pas à voter à un moment donné, et il reste encore la deuxième lecture, ce sera ces 84 voix. Donc on voit bien qu'en démocratie, ça ne peut pas être 84 parlementaires, ou même plus, je suis honnête avec vous, si ça avait été dans l'hémicycle, il y aurait peut-être eu 200 personnes, 220, mais il n'y aurait pas eu 290 personnes, et ça, c'est pas possible. Moi, je suis pour la suppression de l'article 49.3, qui est une aberration de la Ve République, et qui conduit à faire des fautes politiques. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Adapté du tout au temps législatif. Parce que vous voyez bien une faute politique, si on comprend bien ce que vous dites. Oui, et quand je dis ça, c'est pas de l'agressivité vis-à-vis de Manuel Valls, c'est une réflexion que j'ai et un débat que je veux avoir avec lui. Parce que comment elle peut avoir une légitimité, cette loi ? Il y a plusieurs méthodes. Ça aurait pu être dans notre programme devant les électeurs en 2012. C'est pas le cas, on avait promis l'inverse. Ça aurait pu être un accord entre le patronat français et la majorité des accords des syndicats, comme ça a été le cas en 2013. Moi-même, j'étais rapporteur d'un texte comme ça. C'est pas fini, justement. Il peut y avoir des chances de dialogue. Et il y aurait pu avoir le soutien public, ce qui n'est pas le cas. Donc, mais vous avez raison de dire que c'est pas fini. Oui. C'est pour ça que moi, je fais la proposition au Premier ministre. Suit son parcours. Retrouvons-nous autour de la table. Mais pas 2 heures avant le prochain 49.3, dès cette semaine. Et moi, j'ai fait des propositions. Parce que si on avait été en disant cette loi, on n'en veut pas, c'est tout ou rien. Je comprendrais à la limite le Premier ministre disant moi il y a un certain nombre de choses qui sont bonnes pour le pays, je veux les faire avancer. Mais on n'est pas dans cette situation, on a fait des propositions très concrètes, 3 ou 4 amendements qui ne sont pas des détails bien sûr, qui sont des choses importantes. Voilà, qui consistent, vous savez, le Premier ministre il veut favoriser la négociation d'entreprise. Nous on dit ok, mais il faut l'encadrer par 2 choses. Le principe de favor, c'est-à-dire que ces accords doivent être plus favorables que les accords de branche ou que les règles de la loi. Et puis deuxième élément, que les branches professionnelles qui régissent les règles dans un secteur d'activité définissent dans quel cadre ça se passe. Ça fait longtemps que vous avez lancé cet appel, ça date pas d'hier. Vous avez reçu une réponse ou pas ? D'un mot et après Non, je n'ai pas reçu de réponse négative, si ce n'est le 49.3, bien sûr. Ça, c'est une forme de réponse, ça veut dire qu'il n'a pas vraiment envie de discuter. Oui, mais la porte reste ouverte et il reste du temps pour aboutir. Parce que si, à la nouvelle lecture qui sera la dernière, il n'y a pas 289 plus 1 député, cette loi ne sera jamais acceptée vraiment par le pays. Vous pensez qu'il y aura une majorité socialiste pour voter ce texte en 2e lecture à l'Assemblée ? Aujourd'hui, non. Mais si on va dans le sens que nous proposons, qui rejoint d'ailleurs celui que proposent un certain nombre de députés, que vous appelez d'ailleurs frondeurs loyalistes, enfin c'est un peu bizarre de parler de ça, c'est les mots qui sont dans l'opinion publique. Oui. Mais les frondeurs, ils se considèrent comme loyalistes parce qu'ils font ce qu'on avait promis aux électeurs. Et les autres... C'est des sommes sémantiques. Voilà. On va passer à la suite du feuilleton. C'est mercredi, la gauche légèrement éparpillée, justement. Alors, peut-on vraiment parler de cassure ? On va voir toutes les explications avec ce reportage signé François Chevret. Ce mercredi, 16h35, et pas de motion de censure de gauche déposée sur le bureau du président de l'Assemblée nationale. Nous ne serons vraisemblablement pas en mesure de déposer cette motion de censure. Néanmoins, nous avons recueilli 56 signatures. Le matin, les frondeurs se réunissaient à huis clos pour se mettre d'accord. Non, ils ne voteront pas la motion de la droite déposée la veille. Oui, ils veulent constituer leur propre motion. Il leur reste alors quelques heures pour rassembler 58 signatures. C'est dur parce que les délais ne permettent pas forcément de rassembler tout de suite autant de personnes que l'on voudrait. Peut-être que le temps nous manquera, mais ce qui compte, c'est d'engager une démarche politique. On va essayer. Rapidement, le groupe des communistes et Front de gauche signent, ainsi que l'aile gauche des écologistes. À 15h, pendant les questions au gouvernement, les frondeurs font des pieds et des mains pour trouver de nouveaux signataires dans les rangs socialistes.
16h15, l'écologiste Noël Mamère donne l'état des avancées. Il nous manque très peu de voix, ça se compte moins que les doigts d'une main. À moins de 5 minutes de l'heure fatidique, l'espoir fait place à l'évidence. Seuls 56 députés apportent leur soutien à la motion de censure. Il en manque donc 2. Mais les signataires refusent de parler d'échec. Je pense que c'est pas rien d'avoir essayé de déposer cette motion de censure. On n'a pas voulu voter la motion de censure de la droite parce qu'on n'a pas voulu être dans une forme d'incohérence politique sur le fond. Mais on a essayé de réunir des hommes et des femmes de gauche, des parlementaires, des députés. Je raisonne en termes de devoir. Il nous a semblé nécessaire de faire ça. Il nous a semblé que c'était notre devoir. On l'a fait. Près d'une trentaine de députés socialistes ont signé la motion. Une division comme le groupe PS n'en avait jamais connue. Donc la motion de censure a été discutée jeudi, on en reparlera dans un instant, essayons d'élever un tout petit peu. Il y a deux gauches irréconciliables, a dit Manuel Valls. Pour vous aussi, il y a deux gauches irréconciliables aujourd'hui ? Non, pas du tout. Et je pense même que si on n'arrive pas à réconcilier les deux gauches, où il y en a même plus, d'ailleurs une gauche communiste, une gauche social-démocrate, une gauche socialiste, il y a les écologistes aussi qui font Mais là on parle du Parti socialiste. Moi, je parle de la gauche en général, parce que pour moi, le Parti socialiste et la gauche, ça n'a pas de sens de les distinguer. Je dis que si on n'arrive pas à réconcilier ces gauches, nous ne reviendrons jamais au pouvoir. Moi, je ne cherche pas le pouvoir pour le pouvoir, mais pour les gens qui nous font confiance. Oui, nous y sommes, mais vous voyez bien qu'on n'arrive même plus, enfin le Premier ministre n'arrive plus à gouverner avec une majorité, puisque loi Macron, loi El Khomri, déchéance de nationalité. Non, mais vous savez, le Premier ministre, il n'y a plus de majorité, Jean-Marc Germain ? Sur ces textes, il n'y a pas une majorité, c'est une évidence. Donc il ne peut plus gouverner, Manuel Valls. Il peut gouverner, bien sûr, la Constitution le lui permet. Mais ce que je veux dire, c'est que le Premier ministre, et encore une fois, quand je dis ça, je pense qu'il y a besoin de respect dans la vie publique, essaie de construire une autre majorité. Il le revendique. Il a essayé de trouver des voix au centre, et y compris en écoutant les parlementaires du centre, qui lui ont fait des propositions, mais au moment du vote, ils n'ont jamais été là. Il a aussi écouté le patronat, qui demandait des aides, il les a accordées, qui demandait des souplesses, il les a accordées. Et vous voyez qu'au moment d'être au rendez-vous, de soutenir un texte qu'il dépose, le patronat le lâche. Donc vous lui dites aujourd'hui qu'il faut écouter la gauche. Je dis à Manuel Valls que la tentative, on peut la partager ou pas, mais elle a échoué de recomposer la majorité différemment. Donc je lui dis, comme je lui avais dit au premier jour de son mandat de Premier ministre, de ses fonctions de Premier ministre, il avait la gentillesse de me recevoir à Matignon, je lui avais dit, il faut que tu sois le patron de la gauche et de l'écologie. Un Premier ministre, ça ne peut être que ça, parce que notre majorité, elle est issue de 2012. On peut rêver d'autres choses pour le prochain quinquennat, mais dans ce quinquennat-là, il n'y a pas d'autre majorité que celle qu'ont voulu les Français. C'est la manière dont vous y prenez pour recoller les morceaux entre ces deux gauches irréconciliables. Oui, c'est pour ça. Je veux dire un mot. Oui, c'est pour ça que je veux dire un mot sur la motion de censure, parce que il y a des gens qui m'aiment bien dans ma circonscription et dans le pays qui m'ont dit, Monsieur le député Jean-Marc, pourquoi est-ce que tu n'as pas signé cette motion, comme ça ils auraient pu arriver au 58 et ça aurait bloqué la loi. Non, ça n'aurait pas bloqué la loi. Il fallait qu'il y ait une majorité de gauche pour la bloquer. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Parce que cette démarche n'avait aucune chance d'aboutir. Or, elle a fait croire à un certain nombre de personnes qu'on avait la capacité de bloquer. Non, les députés n'ont pas la capacité de bloquer quand il y a un 49-3. Depuis 1962, jamais aucune motion de censure c'est un geste que vous avez fait n'a abouti. Donc voilà, je voulais pas le faire. Par ailleurs, les frondeurs avaient eux-mêmes la capacité en leur sein de dépasser les 58, puisqu'il y en a plusieurs parmi eux qui ne l'ont pas signé. Et puis deuxième point, c'est là où je voulais en venir. Moi, je ne renonce pas je réponds à votre question, à réconcilier, à ressouder ces deux gauches. Et donc je ne veux pas faire des actes inutiles sur le plan du résultat. Moi, je veux bloquer la loi et s'il y avait un moyen de la bloquer, je l'aurais fait. Mais qui, par contre, crée des cicatrices profondes. C'est ce que j'appelle la dérive des continents. C'est deux gauches qui s'éloignent de plus en plus. C'est le cas. Jusqu'au jour, mais ce n'est pas encore le cas, où elles seront irréconciliables et où la gauche ne pourra plus revenir aux responsabilités. Et on retient quand même un geste inutile, finalement, cette motion de censure. La motion de censure de gauche et la motion de censure de droite, parce que la question s'est posée, les communistes l'ont d'ailleurs voté. Parce qu'ils sont dans l'opposition. Elle aurait abouti à quoi ? Au retour de la droite. Et donc, quel aurait été le premier acte de la droite ?
Moi, je l'imagine très bien. Ils auraient pris la loi El Khomri dans sa version 0 et ils auront dit à M. Valls, Mme El Khomri, c'est parlementaire, votez cette loi-là. Et donc, on aurait eu la loi El Khomri en pire. Donc, moi, je n'ai pas voulu de ça. Les fondeurs, d'ailleurs, n'ont pas voulu de ça non plus. Oui, que reste-t-il de cette loi travail, Jean-Marc Germain? De quel texte parle-t-on exactement depuis que le gouvernement a décidé d'utiliser le 49.3 sur ce texte? Je vous propose cet éclairage de Rim Benhammer. Voici le texte qui sera adopté après le 49.3. C'est la version sortie de commission des affaires sociales, sauf sur 3 mesures très importantes. Le gouvernement a cédé sur un point, les licenciements économiques. À l'origine, il souhaitait que ce soit les résultats en France qui soient pris en compte pour justifier les licenciements économiques. Finalement, ce sera le périmètre international, comme le voulaient le rapporteur et les députés de gauche. En revanche, le gouvernement ira jusqu'au bout sur l'autre point explosif, les accords d'entreprise. Un accord d'entreprise pourra primer sur un accord de branche. Il y a donc bien une inversion de la hiérarchie des normes, très décriée par les syndicats et la gauche. Chaque année, les branches dresseront un bilan de ces accords. Le gouvernement a fait un geste en direction du MEDEF sur la surtaxation des CDD. Il abandonne cette idée, censée limiter les embauches précaires. En tout, le gouvernement retiendra 469 amendements sur les 5000 déposés sur le projet de loi travail. Alors, vous dites que la porte est encore ouverte pour éviter un nouveau 49.3 en deuxième lecture à l'Assemblée. Sur quoi précisément? Vous aviez dit tout à l'heure que le Premier ministre pouvait faire un geste. Sur quoi doit-il faire un geste? Par exemple, sur cet article 2, très contesté, qui inverse la hiérarchie des normes? Oui, je crois que c'est le plus important si on devait hiérarchiser les choses, parlant de hiérarchie des normes. Pourquoi c'est dangereux cet article? Parce que vous allez avoir une concurrence, un dumping social qui va se mettre en place entre les entreprises. Je vous donne juste un exemple. Imaginons qu'un constructeur automobile, qui pourra le faire si cette loi est votée, au bout du bout, décide de dire les heures sup chez nous, c'est pas 25, c'est 10. Et ben l'autre constructeur, il va s'aligner. Au final, vous avez quoi? Deux entreprises qui se retrouvent au même niveau et les salariés qui se retrouvent lésés. Sans parler du fait que les mêmes entreprises vont dire à tous leurs sous-traitants, écoutez, maintenant, si vous voulez rester référencé chez nous, vous devez passer à 10%. Aujourd'hui, vous avez un accord de la métallurgie qui a été signé entre les représentants de la métallurgie et leurs syndicats qui a dit non, nous, les 25, on n'y touche pas, c'est la même chose pour tout le monde. Eh bien ça, il ne faut pas que ce soit possible. Ou alors il faut que ce soit possible s'il y a des contreparties très fortes pour les salariés. Le gouvernement est capable de faire un geste sur cet article 2, alors qu'il ne l'a pas fait jusqu'à présent. Je vais vous dire une chose. Il y a un an, jour pour jour, avec le Premier ministre, nous avons signé un texte, et l'ensemble de ces ministres, et la ministre du Travail, où nous avons écrit noir sur blanc, non pas simplement nous conserverons la hiérarchie des normes, nous rétablirons la hiérarchie des normes. Donc je ne conçois pas que ce qui a un an nous réunissait, nous sépare aujourd'hui. En revanche, parce qu'il faut bien avancer, moi je ne peux pas dire je veux tous mes amendements, rien que mes amendements, et sinon, je n'appelle pas ça un compromis, sinon je ne vote pas. Moi ce que j'ai dit au Premier ministre, c'est qu'on peut partager ensemble l'idée qu'il faut développer la négociation collective en France par rapport à la loi. Mais qu'il faut qu'il y ait des accords d'entreprise qui adaptent les lois générales ou les règles générales aux situations locales, mais il faut les encadrer. Alors on va passer au jeudi, parce qu'il y avait cette motion de censure, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Et donc, la motion de censure a été déposée par la droite et par le centre. Elle a été votée par les communistes. Résultat des courses, Rim Benhammer. Pour l'adoption, 246. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Aucun socialiste n'a apporté sa voix à la motion de droite. Le gouvernement Valls n'est donc pas renversé. Je n'avais aucun doute et s'il y avait eu des socialistes qui aient voté cette motion de censure, le résultat en était connu et la droite n'a pas réussi, bien entendu, à renverser le gouvernement. Mais les débats, eux, marqueront les esprits. Dès le début de la séance, le discours de Christian Jacob s'en prend violemment au Premier ministre. Vous n'avez plus de base politique et le peuple français a zappé François Hollande. En toute franchise, le mieux qui puisse se produire pour la France, c'est de mettre fin, et vite, à votre aventure qui se terminera, je vous le prédis, comme les années Mitterrand et comme les années Jospin. L'UDI décide aussi de voter la motion de la droite, tout en critiquant un pays à l'arrêt. Comme les communistes qui dénoncent, eux, le coup de force du gouvernement. Ainsi, le gouvernement ne veut pas débattre
de l'un des textes phares de son quinquennat. L'humiliation, le choc dans vos propres rangs ont été tels que nous avons été à deux voix près, de pouvoir déposer une motion de censure réunissant des députés de toutes les formations de gauche de cet hémicycle. Une motion de gauche signée mercredi par de nombreux frondeurs. Manuel Valls à la tribune les met en garde. Je prends cette tentative pour ce qu'elle est. Et elle est grave, même si elle a échoué. Mais leurs signataires sont dans une impasse. Mais je vous donne une conviction. Je ne laisserai pas détruire la gauche de gouvernement, la social-démocratie française. Et oui, le temps de la clarification est venu. Avec le rejet de la motion de censure, le projet de loi est donc considéré comme adopté en première lecture. Il poursuivra son parcours au Sénat à partir du 13 juin. Deux questions, Jean-Marc Germain. La première, c'est que les députés socialistes n'ont pas pris part au vote de la motion de censure. Simplement, ils ont eu l'envie d'en créer une. Le Parti socialiste a été notamment pris par sa haute autorité pour examiner le cas de ces députés. Est-ce qu'ils doivent être sanctionnés ? Certainement pas. Écoutez, ils défendent, je rappelais cette signature que j'ai eue avec le Premier ministre, c'était dans le cadre du congrès de Poitiers, c'était le texte qui fonde les principes, la profession de foi des socialistes dans les 3 ans qui suivent ce congrès-là. Donc je vois mal qu'on sanctionne des députés qui ont voulu défendre jusqu'au bout ce qu'ils avaient la haute promis. autorité, selon vous ? Je pense que c'est une erreur. Et puis par ailleurs, au-delà de ça, une erreur. La politique, c'est de construire des majorités. C'est de rassembler des femmes et des hommes autour de soi. En l'occurrence, c'est des socialistes qui sont très proches. C'est le rôle dans nos institutions du Premier ministre. Donc il ne construit pas de majorité. Appuyé par d'autres. Donc en ce moment, et vous repassiez des éléments de son discours, où le début, vous ne l'avez pas repassé, mais j'aurais pu être d'accord. Enfin, je ne suis pas d'accord sur le fond, mais il disait « je fais cette loi parce qu'elle est bonne pour le pays », qu'il le pense, c'est normal. Mais alors après, il a passé la deuxième moitié de son discours à prendre les députés les uns après les autres et à leur cogner dessus. Ça, c'est pas possible. Je veux dire, ce qui est consubstantiel à la fonction de Premier ministre, c'est de construire des majorités. Donc il ne construit pas cette majorité. Là, il n'y a pas de majorité. Il aurait pu d'ailleurs, moi je ne le ferais jamais si j'étais Premier ministre, construire une autre majorité avec la droite, mais la droite n'en veut pas. Donc il n'y a pas de majorité sur ce texte. Et il manque d'ailleurs bien plus que les 30 ou 40 députés qu'on a évoqués. Il manque sans doute une centaine de parlementaires. Et donc son travail, c'est pour ça que je suis contre le 49.3, et que le 49.3 conduit à des risques, à prendre des mauvaises décisions politiques. Je retire le mot de faute tout à l'heure, si vous l'avez perçu comme désobligeant vis-à-vis du Premier ministre, qui ne sont pas bons. Moi j'ai vécu la période Lionel Jospin. Au premier jour de son quinquennat, il a dit « je n'utiliserai jamais l'article 49.3 ». Conséquence de ça, il passait son temps, et ses ministres aussi, à discuter avec les parlementaires. Alors les Français peuvent se dire les parlementaires, c'est des chieurs, entre guillemets, qui bloquent tout. Mais c'est pas du tout ça la réalité. Regardez sur la loi El Khomri, même les frondeurs, même les communistes, ils ne proposent pas de tout supprimer. Il y a des propositions qui sont faites. D'ailleurs, moi, je récuse l'idée que dans le syndicalisme, qui est un peu le pendant, il y aurait des conservateurs et des réformistes. Chacun veut faire avancer les choses, mais a une conception différente du progrès. Alors, on va évoquer une autre personnalité de la semaine, puisque pendant ce temps, Emmanuel Macron avance. Il prend des points dans les sondages, même s'il dément vouloir se présenter éventuellement à la présidentielle. Mais on ne parle que de lui. Sandra Cerquera. Des levées de fonds pour financer une campagne présidentielle. Une candidature en juin, Emmanuel Macron dément tout. Mais selon son entourage, rien n'est à exclure. Tout dépendra du contexte au mois de septembre. On verra en fonction de la décision du chef de l'État, demain, s'il y a une opportunité ou pas. Elle n'est pas à exclure. Vous avez compris aujourd'hui que Emmanuel Macron dit lui-même qu'il sera loyal à l'égard de la France, bien entendu, à l'égard du chef de l'État aussi. Mais loyal jusqu'à quand? Car ses proches ne le cachent pas. Emmanuel Macron rêve de devenir président. Et il y travaille. Un mouvement politique en marche, bien structuré et des soutiens de plus en plus nombreux. Sa liberté, c'est formidable et il ouvre la perspective. Ce qui est en jeu, c'est quand même la campagne présidentielle, c'est de quel côté elle va tomber. Elle va tomber côté vieux XXe siècle ou côté jeune XXIe siècle. Il y a ceux qui évoquent un pacte avec un ralliement possible à François Hollande lors du second tour. Seul scénario possible pour les proches du chef de l'État. Tout le monde a la place dans l'équipe à partir du moment où tout le monde est derrière le chef d'équipe. J'imagine qu'Emmanuel Macron aussi, mais en tout cas je veux le croire. François Hollande miserait donc sur son protégé pour récupérer des voix le moment venu.
Une stratégie électorale à double tranchant. Est-ce que la position actuelle d'Emmanuel Macron, qui est ministre mais qui part en même temps ailleurs, hors de nos frontières, chercher quelques soutiens, est tenable pour vous? Est-ce qu'il doit rester à son Il doit poste? s'expliquer sur ces faits-là. Il a été interpellé par un parlementaire de droite à ce sujet. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, politique, ça rime avec éthique. Et quand on est ministre, on doit être à 100% à sa tâche. Si on veut être candidat, et personne ne peut lui dénier la légitimité à présenter sa candidature, il faut en tirer les conséquences et partir pour qu'il y ait un autre ministre qui puisse être à 100% à redresser l'économie, à faire baisser le chômage. Voilà, donc soit il met en sommeil sa formation politique et ses levées de fonds et il revient à 100% à Bercy, soit il en tire les conséquences. Mais encore une fois, c'est une décision personnelle. Moi, je ne suis jamais à demander la démission d'un ministre. Non, mais est-ce que, par exemple, vous pourriez reprendre dans votre voix les mots de Martine Aubry? Macron, comment dire, ras-le-bol? Écoutez, quand elle s'est exprimée à ce sujet-là, elle s'est exprimée sur des sujets bien précis. Ça concernait le travail, ça concernait l'économie et ça visait les politiques qu'il mène. Là, on est sur autre chose. Là, on est sur la question, est-ce qu'on peut préparer une candidature à la présidentielle et être en même temps ministre? Ma réponse est non, donc il faut qu'il choisisse. Ce qui n'empêche pas qu'il pourrait, selon vous, avoir la carrure d'un président? Je ne me suis pas du tout prononcé là-dessus. Je dis juste qu'il peut être candidat. Mais la question, je vous la pose. Voilà, moi non, j'ai pas. Vous savez, pour moi, la modernité en politique, elle n'est pas représentée par Emmanuel Macron. Alors, si vous me disiez qui, je serais très gêné par le faire, mais je vais vous le dire quand même. Mais les Français savent que je suis proche d'elle. Mais c'est plutôt Anne Hidalgo et ce qu'elle fait à la mairie de Paris et son éthique aussi, parce qu'elle dit, moi, je suis maire de Paris. Les Parisiens m'ont élu pour être maire de Paris et donc je ne serai pas candidate à la présidentielle de 2017. Eh bien ça, c'est la modernité en politique. Et elle travaille avec le nouveau maire de Londres et elle va travailler avec les maires des plus grandes villes pour essayer de faire avancer nos idées, pour essayer de faire 2022, progresser sa pour Anne vie. Hidalgo. Écoutez, ça c'est, je ne suis pas son porte-parole, mais je voulais juste éclairer. Je voulais juste éclairer à travers ça, pour moi, ce qu'est la vraie modernité en politique. On va passer à la loupe du scan. Bonjour Jim. Bonjour Jean-Marc Germain, on vient de parler d'Emmanuel Macron. Justement, regardez cette scène qui s'est déroulée mardi, c'était pendant les questions au gouvernement à l'Assemblée. Le Premier ministre a été obligé de démentir que son ministre de l'économie cherchait à lever des fonds, on vient d'en parler, en vue d'une éventuelle candidature. S'en est suivi une explication vraiment houleuse sur les bancs des ministres entre les deux hommes. Concrètement, est-ce qu'ils peuvent encore coexister, Manuel Valls et Emmanuel Macron, au sein d'une même équipe gouvernementale? Est-ce que c'est possible? En tout cas, si j'ai bien compris la teneur de la conversation, je crois que le Premier ministre a eu raison de recadrer son ministre en lui disant « tu dois être à ta tâche, tu dois être au travail. Et si tu veux autre chose, dis-le ». Donc moi, je soutiens totalement. Je trouve que le Premier ministre est dans son rôle à ce moment-là. Après, est-ce que ça peut dire ou pas? Mais c'est Emmanuel Macron de le dire en fonction du débat qu'on vient d'avoir sur est-ce qu'il est vraiment candidat, est-ce qu'il a besoin de temps pour consacrer, pour préparer sa candidature, et si c'est le cas, il doit en tirer les conséquences par rapport à son portefeuille. Emmanuel Valls a eu raison de bien recadrer sûr, encore une fois, mais c'est un il est tout à fait dans son rôle, vraiment. Vous savez, l'autorité, c'est important aussi, à condition qu'elle soit utilisée à bon escient. Donc l'autorité par rapport à un ministre, en lui demandant d'être à sa tâche, c'est à bon escient. Pas sur le 49.3. Parlons maintenant un peu de François Hollande. Après Paris et au La Gauche, vous savez, c'est ce fameux rassemblement des ministres en soutien au bilan de François Hollande. Il devait organiser une réunion mardi prochain à Lille, qui est la ville de Martine Aubry. Finalement, on a appris que Stéphane Le Foll a annoncé que le rassemblement n'allait pas avoir lieu. Est-ce qu'il faut y voir une contrepartie au fait que les aubristes n'aient pas voté la motion de censure de la gauche contre le gouvernement? Écoutez, il n'y avait pas à avoir de contrepartie parce que c'est pas un cadeau de ne pas avoir voté. C'est simplement, nous, vous savez, on réfléchit par rapport à notre éthique. Je vous ai dit, si j'avais pensé que ça avait pu arrêter cette loi, je l'aurais voté. Je pense que Martine Aubry m'aurait approuvé en ce sens. En revanche, je trouve que c'est une bonne décision. D'abord, cette affaire est où la gauche, franchement, c'est pas compris par les Français. C'est pas au ministre de faire ça. C'est pas au ministre d'être sur des tribunes. Stéphane Le Foll, c'est un peu différent. Il anime un courant politique des amis de François Hollande. Il peut le faire, mais qu'on ait des brochettes de ministres à ce moment-là, vous savez, les Français, ils attendent qu'une chose en ce moment de nous,
ministre ou parlementaire, c'est qu'on soit à la tâche pour essayer de répondre aux problèmes du pays, pour essayer d'être fidèle autant que possible. On a le droit de s'éloigner un peu de nos engagements et je trouve que c'est vraiment pas le moment. Surtout que ça inverse un peu les choses. C'est plutôt la gauche qui dit « eh oh le gouvernement » et donc « eh oh les parlementaires aussi ». Vous avez vu qu'on n'est pas tous d'accord. Et je crois qu'il faut prendre ça comme une interpellation à notre égard. Cette initiative, elle a un objectif, c'est crédibiliser la candidature de François Hollande en 2017. Est-ce que vous pensez que cette candidature est légitime ? Je dirais la même chose que pour Emmanuel Macron. Peut-être encore plus s'agissant d'un président sortant. Parfaitement légitime à présenter sa candidature. En revanche, ce que je souhaite, moi, c'est que notre candidat, puisque vous voyez, il y a des noms qui circulent, on en a parlé aujourd'hui, il y en a d'autres qui vont peut-être s'exprimer au Montbeuvray. Par exemple. Moi, j'ai mes propres préférences, mais je ne vous en parlerai pas. On va en parler. Pourquoi je vous dis ça ? C'est qu'il y a qu'une, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a qu'une seule méthode pour trancher des accords politiques. Au sens noble du terme. On a des différences de vue sur la loi El Khomri. Il n'y a que le vote qui permet de trancher ça en démocratie. La primaire. Et bien, sur notre candidat, il n'y a que le vote qui permettra de dire quel est le meilleur candidat. Est-ce que c'est François Hollande, Emmanuel Macron, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon? Et puis, vous savez, s'il y a des primaires, il y en aura autant qu'à droite, des candidats. Parce que des gens de valeur, il y en a qui ne sont pas très connus, mais il y en a autant qu'à droite. Donc, la primaire. Dit, elle a du plomb dans l'aile, cette primaire. La primaire. 2, la primaire, si possible, avec les Verts et les communistes. 3, si les Verts et les communistes disent non, la primaire, comme en 2011, c'est-à-dire avec une pluralité des candidatures et un accès relativement facile à la candidature, avec des débats qui auront lieu et avec un choix qui est fait par toutes les femmes et les hommes de gauche. Arnaud Montebourg, vous venez parler d'Arnaud Montebourg et du Montbeuvray. En effet, il y sera lundi, c'est sa traditionnelle ascension, son rendez-vous politique. Il pourrait annoncer ses ambitions en vue de 2017. L'épisode de cette semaine sur le 49.3, c'est une formidable rampe de lancement pour lui, finalement. Est-ce qu'il peut profiter de cet épisode ? Je ne sais pas, mais moi je vais vous dire la question des candidatures. De la Fronde, Christian Paul par exemple, oui, ils ont des proximités avec Arnaud Montebourg, mais moi je vais vous dire la question des candidatures à ce stade, elle ne m'intéresse pas du tout. Parce que je pense qu'on a affaire à autre chose, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, recoudre ses gauches. Se mettre autour d'une table pour voir si on est capable d'avoir un projet ensemble pour la France. Et quand je parle des gauches, je parle des gauches politiques, les communistes, les écologistes, les socialistes, les différentes tendances du socialisme, mais je parle aussi des gauches citoyennes et de la gauche politique. Parce que vous savez, ces mouvements type Nuit debout ou l'initiative contre la loi travail et la vigilance à l'égard des parlementaires qu'ont monté Caroline Dehaas et Sophie Binet, c'est des éléments très importants de la politique de demain. C'est la mission que s'est fixée Martine Aubry pour les prochains mois ? Voilà, et donc on a expliqué hier qu'on allait cet été proposer aux uns et aux autres de se retrouver dans ce qu'on appelle un carrefour des gauches et de l'écologie. Comment ça va se passer ? Non, on ne peut pas en dire plus à ce stade parce qu'on en parlera quand ce sera fait, mais en tout cas notre volonté c'est de contribuer à cette reconstruction. Merci, et à monsieur. On en reparlera. Couture des gauches. Merci Jean-Marc Germain et à très bientôt. Merci. Très bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires.